sont les points focaux qui parlent de l'histoire du Mandingue, selon toi? D'abord, il y a l'existence du balafon. Que le griot de Sundiata avait pris à Soumaoro Kanté. Là, tu as entendu l'histoire là ou pas? Non, il y a un balafon que vous avez là-bas. Oui, pas le balafon, mais il faut voir. Ça fait l'UNESCO, ça fait partie des vestiges de l'UNESCO. C'est pas moi qui le dis. Quelle est votre preuve? International, le balafon de Balafasake. Mais ce balafon existe. Ça se trouve avec les familles Kouyaté. Ok, ça se trouve avec les familles. Ok. À Niagasola, il y a ça. Ok, ok, le balafon, ok. Mais qui a envoyé ça? Maintenant, je vais te dire comment ils conservent, cette famille-là conserve. C'est chaque fête de Tabaski, je pense qu'ils font sortir le balafon. Mais à chaque fois qu'il y a des parties qui se gâtent dedans, on renouvelle. C'est comme ça que ça se passe. Ok, le balafon, ok, d'accord, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a des textes qui accompagnent ce balafon qui prouvent que ce balafon-là, l'ancienneté du balafon, qu'est-ce qu'il prouve en fait, à part les paroles des gens? Attendez, deuxièmement, tu parlais que bon, il n'y a pas d'écrit quoi. Vous savez que l'histoire du Mandingue est basée sur la tradition orale. Est-ce que vous voyez? Ce sont des griots qui transmettaient l'information de génération en génération. Deuxième preuve que je vais te donner. Troisième. La charte. Tu as entendu parler de la charte de Kouroukanfouga? Les 44 lois. La charte là, encore, c'est des griots qui ont transmis la charte et ça a été écrit. Attends, je peux réagir? Oui, vous pouvez. Voilà, merci. Tu peux faire le mythe en attendant, j'ai réagi? Remix. Non, toi la vie, c'est pas possible. Ok. Voilà, merci. Donc, elle nous a parlé du balafon. Le balafon là, c'est un balafon qui apparemment aurait été le balafon d'un griot d'un chanteur de Soumaoro, en tout cas en rapport avec Soumaoro Kanté. Maintenant, elle dit que le balafon là, il a été gardé par l'UNESCO. Ok, mais il faut savoir que le fait qu'un instrument soit gardé par l'UNESCO, ça ne veut pas dire que l'histoire associée à ce balafon est vraie. Ça veut dire qu'il a une valeur culturelle pour une certaine communauté dans le monde. Le mythe ou la légende associée au balafon, l'UNESCO ne te dit pas que ça veut dire c'est que c'est vrai. Non. L'UNESCO veut simplement dire que voilà un instrument qui a de la valeur pour une communauté dans le monde et qui a peut-être des caractéristiques originaux. Parce que le balafon en lui-même, c'est un instrument de musique africaine. Donc, si l'UNESCO l'a conservé, c'est pas pour dire que oui, on est d'accord qu'il aurait appartenu à quelqu'un en rapport avec Soumaoro Kanté ou pas. Non. Ça veut dire qu'on veut dire que voilà une originalité culturelle dans le monde. L'UNESCO conserve les choses en rapport avec la culture, pas en rapport avec la vérité historique. Voilà, l'UNESCO, c'est pas ça. Ça, c'est un. Donc, votre balafon là, il n'y a rien qui prouve ce que vous dites. Parce que toi-même, tu as dit que déjà un balafon, on ne sait pas comment il pourrait quand quelque chose est gâté, vous le réparez. Voilà. Et puis, on ne voit pas comment un balafon pourrait se transmettre plus de 800 ans. Voilà. Donc, si ce n'est que ça vos preuves, ça veut dire que c'est très pauvre en fait comme preuve. Voilà. Donc, tout le monde peut sortir un élément ici. Même les occidentaux ici, les bustes qu'on présente comme bustes d'Apollon, les bustes de la Grèce antique là, on a découvert que beaucoup d'entre eux ont été faits au XVIIe siècle en fait. Voilà, beaucoup d'entre eux ne sont pas anciens. Mais quand tu vas dans les musées, tu les vois, tu te dis dans ta tête qu'ils sont anciens, mais on a fait la datation, on a trouvé que c'est pas ancien. Voilà, donc ici, surtout que balafon c'est un instrument en bois. C'est-à-dire que le bois là, ça moisit vite. Donc c'est sûr que dans les 800 ans, il n'y a aucune preuve en fait. Ça peut en aucun cas constituer une preuve de l'existence d'un empire. On ne peut pas se baser sur un balafon. Voilà. Donc ça déjà on le met à la poubelle. Après tu as dit que la civilisation orale. La civilisation orale, ça déjà même c'est la plus grande anomalie même de votre soi-disant empire. Parce qu'on ne peut même pas avoir un royaume sans avoir un système de notation, un système d'écriture. Parce que tu ne peux pas gérer même 100 personnes si tu ne notes pas. Sinon tous les Mandingues seraient alors des savants. C'est-à-dire que des gens, des mémorialistes extraordinaires. Même la civilisation sumérienne, qui est l'une des plus anciennes connues dans ce monde-là,
avait un système de notation. Ils notaient, ils n'écrivaient pas, mais ils notaient. Et pourtant, l'écriture n'avait pas vraiment existé, mais ils avaient un moyen de notation. Les Égyptiens anciens, ils dessinaient les trucs, parce qu'il faut noter. Parce que tu peux pas organiser plus de 100 personnes si tu notes pas. Parce que un empire qui fait, par exemple, je sais pas, quitte ici d'une ville à une autre, pour que tout ça soit synchronisé et puis enregistrer les données, il faut forcément noter. Il n'y a aucun royaume sur la planète qui n'a pas un système de notation. Que ce soit en Afrique ou ailleurs. Le royaume de Mondapa, ils avaient une forme d'écriture, de notation. Tous les royaumes qui ont eu dans le monde, ils ont une forme de notation. Ça, c'est obligé en fait. Parce que à un moment donné, il faut de la mémoire. Il faut de la mémoire, il faut que ce soit noté pour organiser les données, pour transmettre les données et puis pour conserver les données. On ne peut pas conserver l'histoire de tout un empire dans la tête des gens. C'est pas possible. Voilà, donc ça aussi c'est faux. Et puis en plus, d'autant plus que vous parfois vous égarez à dire que Kankou Moussa là, parfois vous égarez à dire que Kankou Moussa était un de vos empereurs. Alors que Kankou Moussa aurait fondé une bibliothèque. Comment est-ce que Kankou Moussa va fonder une bibliothèque et vous n'allez pas écrire aucun bouquin pour conserver vous-même votre propre histoire? C'est-à-dire que, soi-disant, vous aurez comme votre empereur a construit une bibliothèque où il y a des milliers et des milliers de livres, mais à un moment donné, vous n'avez même pas écrit un petit bouquin pour conserver votre propre histoire. Donc ça aussi, c'est totalement faux. Voilà, ça aussi, on met à la poubelle. Le troisième point, tu as parlé de, comment on appelle ça déjà, la charte de Kurukan Fuga. La charte de Kurukan Fuga. Voilà, donc on va revenir un peu sur l'origine de cette charte-là. C'est beau ce qui est écrit dedans, mais comment ça s'est arrivé? En 1949, le lettré guinéen Souleymane Kanté publie une compilation de 130 règles juridiques qui datent de 1236 et situe à Kurukan Fuga. En 1960, Djibril Tamsir Niang publie Sundiata Olépopé Mandeng, traduction en français d'un récit oral produit par Mamadou Kouyaté, qui évoque la construction d'un corpus juridique à Kurukan Fuga. Donc, ça c'est un texte que je suis en train de lire. Voilà, ce que je vais dire par là, qu'est-ce que le texte dit? Il dit que c'est un certain Mamadou Kouyaté, voilà, comme les Kouyaté, je crois c'est les Djeli chez vous là-bas, les Djeli quoi, les gens qui racontent tout et n'importe quoi. Un certain Mamadou Kouyaté, oralement a raconté sa vie. Après, Djibril Tamsir Niang, il a écrit ça en 1960. Il aurait écrit ça lui juste pour machin quoi, tu vois. Non? Mais tout ça c'était basé, le premier qui a parlé de ça, c'était un Souleymane Kanté qui a publié 130 règles juridiques. Tu vois, non? Lui, il a écrit ça comme ça, une compilation de règles, et qu'il a daté. Il dit que voilà, pour lui, ça daterait de 1200. Il dit que ça, les règles là auraient existé depuis 1236. Voilà. Mais en 1949, hein, le type il se lève comme ça, il n'y a aucun bouquin avant lui. Il écrit son bouquin, et puis il dit bon, ces règles là, moi selon moi, ça existait depuis Après, en 1960, Djibril Tamsir Niang, qui était un intellectuel reconnu, lui aussi il écrivait l'épopée. Quand on dit épopée, déjà il faut faire attention, parce que l'épopée, ça veut dire que c'est une forme de légende. L'épopée Mandé, tu vois, non? Mais il fait une traduction orale. Tu vois, non? Oral, il traduit en français d'un récit oral, produit par Mamadou Kouyaté. Ce que je veux dire par là, votre charte de Kurukan Fuga, là, c'est des textes produits au maximum à partir de 1949. Voilà. Et il y a c'est-à-dire que 800 ans, vide. Et puis, poum, 1949, ça coïncide avec le pouvoir manding, notamment en Guinée, et voilà, et dans la sous-région. Poum, on a un texte qui sorti de nulle part et qu'on nomme, parce que c'est eux qui ont donné même le nom, charte du Mandé, pour faire embellir beau. Après, on prend ça, voilà, c'est venu de la bouche des gens comme ça, voilà, et puis, voilà, le pouvoir mandé, il ça au niveau, voilà, nous à 1200, on était comme ça, alors que voilà, ça a été écrit en 1949 là. Donc, tes trois arguments là, Taju como du kaima ta toru moto raima ta wandu mo wanaima gadi to nyaima mimi bilaima indam bonde ni bauda gollam lobbe ni chudata so weti fu indam jodida